Bonjour à tous et bienvenue dans NRTV fait sa culture. Cette semaine, on ira danser du côté de l'élastique citrique, et on s'intéresse aux livres avec nos invités du jour. D'ailleurs, petit tour de table pour les présenter. À gauche, Jessica Vaucher et Stéphanie Pfister pour La Ripopée. Bienvenue les filles. Merci. Et puis à ma droite, le célèbre animateur radio, Lucas Torrent. Bienvenue. Bonjour. À toi également. On commence tout de suite. Honneur aux dames, je dois dire. Mais avant ça, avant de vous cuisiner, on va lancer un petit défi à Lucas. C'est chaud patate. Chaud patate ? Ouais, patate, parce que les patates, elles viennent souvent dans votre émission Pantagruel, comme les loutres. C'est vrai. Donc, je vous propose que vous nous confectionnez une loutre avec cette patate. C'est énorme. Pendant que moi, je discute avec les filles. Ouais. Allez, c'est parti. Il y a une chance sur deux que je me blesse. C'est pas grave. Tant que c'est pas nous, ça va. D'accord. En sortez-vous avec vos mains. Jessica et Stéphanie, alors après 8 ans, après avoir été sur Internet, La Ripopée ouvre ses portes. Vous vous installez physiquement. Pourquoi ? C'est un plaisir de pouvoir accueillir des gens dans un local où il y a toute notre production de ces 8 dernières années, de pouvoir faire des événements sur place et de pouvoir montrer le tout. Ouais, et surtout aussi d'avoir un lieu de travail vraiment où on peut imprimer, relier sur place, inviter les artistes à travailler avec nous. C'est quoi l'histoire de La Ripopée ? Comment est-ce que tout a commencé ? Alors on a fait l'école des beaux-arts ensemble avec Stéphanie à Genève et on a pas mal fait de livres chacune de notre côté. On s'intéressait beaucoup aux livres d'artistes et puis du coup on a voulu se lancer là-dedans en fait pour pouvoir montrer des travaux d'artistes qu'on apprécie, dont on aime le travail, et puis pouvoir diffuser tout ça en fait. L'adresse à la maison, c'est route de l'Étra 20 à Nyon. Eh bien, cette semaine, on a eu la chance de découvrir le lieu en avant-première. On regarde. Bonjour, bienvenue dans l'atelier magasin Ripopée. La première partie, c'est un peu notre bibliothèque magasin, donc où il y a toute notre production de ces dernières 8 ans. Voilà, on fait des carnets d'artistes, on est une petite maison d'édition. On édite des carnets d'artistes à 100 exemplaires en général. Là par exemple, on a le livre de Jonas Bernat, qui est de Échichon à la base, sauf erreur. Non, de Révrol, et qui maintenant habite à Lyon. Donc il a fait un livre de collage qu'on a verni le mois passé, je crois. La petite particularité de Ripopée, c'est qu'on fabrique tout ici à la main. Donc on imprime ici, on relie, on coud, on coupe. On fait des linogravures, par exemple, qui sont là. Ça, c'est une de nos artistes, une artiste qui travaille souvent avec nous de Genève, André. C'est des plaques comme ça, gravées comme on faisait à l'école primaire. Et ensuite, c'est enduit d'encre et imprimé sur du papier. Voilà, alors là en haut, c'est l'atelier d'Arc-en-Ciel électronique, qui est un ami à nous qui s'appelle Skander Menzi, qui construit des synthés modulaires de ce type, beaucoup plus grands la plupart du temps, et qui a une machine à graver des vinyles. Et donc on va aussi s'associer pour faire des flexis et graver donc de la musique sur des supports comme ça. Et ensuite, on a déjà commencé le projet en encollant une image sur le flexi. Joss Bailly et Yann Kamnakash, ils font des peintures. Du coup, ils avaient ces peintures en format A3 que nous, on a ensuite photographié et remis en page. On trouve d'autres livres musicaux comme ceci. Enfin, on a aussi collaboré avec des musiciens. Là, c'est Temps des nuits, avec qui on a fait une cassette dans un livre en bois. Ici, notre collection d'œuvres originales d'artistes. C'est des souvenirs, c'est des œuvres que les artistes nous ont laissées.
Donc là, on va passer dans la partie atelier, fabrication, reliure, etc. On a des livres qui sont en attente ici. Ils vont être découpés ou collés. Certains livres, on les relie à la colle froide, puis on leur met un scotch et ensuite on vient coller un carton dessus pour faire une couverture en dur et à la fin on le coupe pour qu'il soit nickel. L'imprimante, c'est là qu'on commence l'histoire. On imprime tout là-dessus sur une machine laser. Ensuite, suivant les livres, on les coud. Par exemple celui-là. On les coud en fait à la machine à coudre au milieu. Ensuite on les plie et puis on les coupe. Donc c'est ça que Stéphanie était en train de faire au massicot, c'est qu'elle fait la dernière touche avant qu'il soit prêt. C'est toujours un plaisir de se dire qu'il est fini et qu'il est prêt à être vu par d'autres. Vous saviez toutes les deux coudre avant d'avoir cette maison d'édition? Moi je sais toujours pas coudre. Donc tu ne couds jamais? Si, je fais que des catastrophes. Bon, grosse discussion sur le plateau parce que Lucas a fini sa patate. Du coup, quel animal? C'est une loutre. Une loutre, on a réussi à faire la loutre. Les filles, vous en pensez quoi? Il est très réussi. J'ai d'autres qualités. Elles sont plutôt sympas. Je me réjouis de les découvrir. Si c'est autant bien que ça, je sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais bon, allez, c'est pas mal, j'admets. C'est bien, non, c'est bien. Les filles, bon, on a parlé de lien social, mais on reste quand même dans le monde de la micro-édition. Quels sont les avantages, au fait, qu'ont les artistes à être édités chez vous? Ils ont une plateforme de diffusion déjà à travers nos différents événements, salons, etc. Ensuite, ils ont le plaisir d'avoir une édition de leur travail. Et quoi d'autre, Stéphanie? Ouais, c'est ça, de pouvoir être diffusé et puis d'avoir un objet à eux, ouais. Ces objets qu'on crée, est-ce qu'il faut à chaque fois qu'ils soient créés dans votre atelier ou bien on peut déjà venir avec... Enfin, comment ça se passe concrètement? Pour la mise en page ou les choses comme ça, les artistes viennent plutôt avec un projet déjà assez avancé en principe, avec des idées assez claires. Après, on discute quand même du contenu, de choses qu'on aurait envie de rajouter, d'enlever, mais c'est souvent eux qui prennent la décision du contenu vraiment du livre. Après, nous, on va le réaliser avec eux. Comment est-ce que vous apportez votre touche, justement? Parce que vous réalisez avec eux, vous donnez quoi? Des conseils? Ouais, on peut donner des conseils, des idées de papier, de reliure, de l'objet final, en fait, peut-être. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, en fait, avec les artistes. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, est-ce que vous vous sentez en concurrence avec le livre électronique? Non. Pourquoi? Vous voyez quoi, le livre comme une forme d'art qu'il faut garder absolument? Le livre d'artiste, ouais. Oui. Le livre d'artiste, c'est un objet d'art proposé par un artiste. Donc, en papier. En papier, ouais. Il n'y a pas trop de Bon, je crois que Lucas ne va pas nous contredire parce que lui, vous sortez votre livre, les top 5 essentiels à votre culture avec le nécessaire dose d'humour. Donc c'est vrai? Le livre comme un objet d'art? Non, c'est vrai que quand l'émission a commencé, je me suis rapidement dit que ce serait vraiment super d'avoir un livre parce que toutes ces infos qu'on recueille, etc. C'est vrai que le livre, il y a un côté où on pose les choses, après ça reste. Et du coup, j'étais très content quand les éditions Favre sont venues pour dire « faisons un livre ». J'étais là, mais oui, c'est bien les livres, c'est cool, ça reste, ça cale des meubles et tout, c'est bien. Ça peut toujours servir. Allez, avant de continuer, je vous propose qu'on puisse se dégourdir les jambes. D'ailleurs, on a appris dans l'émission Pantagruel de Lucas Torrent que le foxtrot, c'est l'une des danses les plus difficiles à apprendre. Vous approuvez? Si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Sur une note de 1 à 5, vous vous donnez combien en foxtrot? En foxtrot, je pense, c'est le mieux 5 ou le mieux 1? Le mieux 5. Alors, 1. Bon, complètement nul, donc vous pouvez prendre des cours si jamais à l'élastique Citric. D'ailleurs, la semaine passée, samedi dernier, le 10 décembre, il y a eu une initiation de danse. On regarde. On ne savait pas exactement ce que c'était une initiation puisque c'était la première.
Et donc on a engagé une professeure de danse qui venait de Genève, que personnellement je ne connais pas. Et voilà, on l'a attendue, elle devait arriver avec de la musique et voilà. Et on a su à 4 heures, c'est-à-dire au début de l'initiation, qu'elle ne serait pas là. C'est un super rythme, mais il y a un truc qui est vachement bien, c'est que celui qui met, il met les mains sur les fesses de celui qui tombe. On saute sur le premier pas et ensuite on fait les 2 autres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et au final, je dirais que c'est très bien, parce qu'en même temps, c'est pas en 2 heures qu'on allait... C'est pas possible d'apprendre à super bien danser en 2 heures. Donc l'idée, c'était aussi un peu de décomplexer les gens et de se rencontrer. Plaisir en fait à découvrir des nouvelles sortes de soirées. Ici au cirque, il y a beaucoup de gens qui y voient d'abord que du cirque, souvent que des enfants, ce qui est déjà pas vrai du tout, mais enfin voilà, c'est vrai que quand même la première de nos activités ça se passe avec des enfants, mais là ce que j'adore c'est aussi le mélange des générations, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes et il y a des vieux, voilà, et toutes sortes d'âges différents, et en même temps, voilà, la danse, c'est ça de merveilleux, c'est qu'on peut le faire ensemble. Et c'était juste magnifique ce moment où il y en a qui se lamentaient derrière en disant « Oh, c'est dégueulasse, la prof de danse, elle n'est pas venue ». Et en même temps, tout d'un coup, je me retourne et il y avait Nassi au milieu du cercle et tout le monde essayait de suivre. J'ai toujours dansé. J'aime beaucoup les danses sud-américaines, les latinos. J'ai vraiment le rythme, l'africain, tout ce qui est rythmé. J'adore la danse de toute façon. Plus que toute autre chose, j'adore la danse. Une chose, il ne faut jamais danser à des grands pas, parce que vous n'arrivez pas à être élégante quand on danse à grands pas. Il faut avoir des petits pas, comme ça on peut aller plus vite et rythmer et en même temps être gracieuse. Mon humble avis. Et puis il faut danser de face et non pas tout le temps de côté. C'est ça, la plupart des gens dansent de côté. Alors ça sautille, ça fait comme ça. Lucas, du coup, si vous voulez prendre des cours de danse, je vous donnerai le numéro de Nassi. Oui, ça marche. Ouais. Super. Bon, c'était quoi l'idée de ce livre? C'était boucler la boucle, vu que l'émission Pantagruel se termine la semaine prochaine, le 23 décembre. C'était l'idée, ouais, c'était l'idée. Et puis, comme je le disais juste avant, quand la proposition du livre est venue, moi je trouvais bien que ces infos restent quelque part. Parce qu'avec Nicole Fontana qui fait les recherches, on a quand même trouvé beaucoup de choses. Et puis, du coup, c'est vrai que ça fait une super fin. Du coup, il y a un objet qui reste, un livre. Et il y a une loutre sur la couverture, et ça c'est un plus. Et il y a, je pense, 800 fois le mot chafouze et poney. Et patates. Et patates, quelques fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu des patates au début de l'émission. Et donc c'est chouette. Mais votre dada, c'est les classements. Je veux dire, au quotidien, vous faites aussi des listes. Non. Dire aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Quand je cherchais une idée d'émission, je suis tombé sur le site du Times. Parce qu'évidemment, sur Internet, il y a des classements partout. Et quand j'ai vu que le Times, à la fin de l'année, faisait des top 5 et des top 10, je me suis dit, si le Times fait des classements, ça doit être une bonne idée. Et du coup, il faisait des classements sérieux, il faisait des classements moins sérieux. Et je me suis dit, mais ouais, c'est une super manière de
d'aborder les sujets, en fait, et puis on assume le côté un peu ridicule, des fois, le classement. Enfin, si c'est les 5 plus grands buildings, c'est les 5 plus grands buildings, mais si c'est les 5 danses les plus dures, ou si c'est Il y a une touche d'humour, mais je veux dire, tout ce qui est dit est vrai. Alors on se renseigne, Lucas voilà. dit toujours la vérité. Non, mais on essaye au maximum de donner évidemment des vraies infos, puis on essaye justement de bien séparer quand je dis un peu plus de bêtises, et puis quand c'est des vraies infos, solides et fiables. Ce qui est marrant avec vous, c'est que vous êtes ce genre de personnage dont on se dit, quand on invite sur un plateau ou une soirée, on se dit « Ah il va raconter des gags. Tiens, on met une pièce, il raconte des gags. » Vous assumez ce rôle? Je raconte jamais de blagues. Ça vient naturellement. Je parle à la radio, mais du coup, y a mon capital de parole, il se passe à la radio. Et puis dans la vie privée, je parle beaucoup, beaucoup moins. Mon épouse dit il parle pas parce que justement, il dit tout à la radio. Donc comme c'est mon métier, c'est comme, je sais pas, peut-être qu'un maçon, chez lui, il n'a pas envie de faire les murs. Donc je raconte peu de blagues, je parle pas beaucoup, je souris rarement. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, non, je raconte un peu des blagues, mais si tu veux, ce serait affreux. J'arrive, c'est Lucas de la radio. Alors, quelle est la différence entre... Voilà, ça n'irait pas. Non. Bon, les filles, vous avez compris, vous savez comment faire taire un homme maintenant. Lucas, comment, du coup, bon, vous dites que vous parlez, mais est-ce que c'était la même manière de parler qu'écrire? Non. Donc comment est-ce que vous avez dû adapter ça? Pour la radio en général? Pour passer de ce processus de la radio à l'écriture, est-ce qu'il a fallu un long travail? Oui, c'est juste, en fait, à la radio, moi j'écris tout. Parce que quand on est seul à l'antenne, c'est presque improvisé, c'est très casse-gueule. Parce que quand on improvise, si on se retrouve dans un cul-de-sac, on est tout seul à l'antenne. Donc voilà, ça c'est des petits moments de solitude. Et puis du coup, j'avais les textes des émissions radio. Je les ai évidemment tous déjà sélectionnés, 55 classements. Après, je les ai tous repris pour que ce soit lisible. Il y a eu un gros travail de relecture. Ça a permis aussi de revérifier les infos, de tout réorganiser pour que ce soit agréable à la lecture et puis que ce ne soit pas justement de l'écriture parlée que j'utilise quand je fais de la radio. Votre classement à vous préféré dans ce livre, c'est lequel? Dans ce livre, j'aime bien les plantes qui sentent le plus mauvais. Et j'aime bien aussi les meilleures manières pour éjecter ses graines quand on a une plante. Parce qu'on a une plante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger. Donc déjà, pour aller draguer une autre plante, c'est difficile. Mais quand on a enfin réussi à se faire féconder, il faut encore pouvoir mettre ses graines quelque part. Et tous les moyens imaginés par la nature, il y a un petit concombre qui explose, ça gicle les graines. Enfin, il y a plein de trucs, c'est assez fou, quoi. C'est marrant parce que vous parlez de drague. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être le bon plan drague. Parce qu'on peut toujours ressortir, ah tiens, tu savais que... C'est ça? Il y a une petite idée comme ça, séduction derrière? Non. Je pense que d'arriver en plan drague... savais-tu qu'un des végétaux qui sent le plus mauvais est une fleur qui s'appelle phallus de titan et qui dégage une odeur de charogne? Je pense que ça peut marcher avec certaines personnes, mais pas de manière générale. Ouais. Comme on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais, mais une demi-femme, c'est pas cool. Ouais, j'aimerais une femme entière. Bon, on saura. Les filles, vous qui êtes dans l'édition, quel genre de livre vous pourriez proposer à Lucas? Des nôtres? Moi, je viens de faire un livre sur les animaux empaillés. Les plus moches animaux empaillés. Ah ouais, magnifique. Peut-être. Sinon, j'ai plus de rôle, quoi. On va réfléchir, ouais. Non, ça me plaît. J'avais vu une fois, évidemment sur le net, quelqu'un qui avait comme un trophée de chasse. Et au lieu que sur la tête, c'était un cul de fouine. Il y avait la moitié fouine que les pattes. Je trouvais ça un très très bon concept. Mais c'est quoi cette fascination pour les loutres? Pardon. Pour les loutres, je pense que c'est une des forces qui nous dépassent et qui traversent la société et dont on est les réceptacles malgré nous. Et aussi parce que j'ai un copain qui appelle ses enfants ses petites loutres. Et il y a des mots comme ça à part ça, il y a des mots qui ont des sonorités sympas, comme truite, loutre ou massicot. Massicot, génial, on a vu un massicot avant. Et du coup, voilà. Puis c'est vrai que la loutre est à la mode. Et puis c'est rigolo parce qu'il y a la loutre d'Europe, Loutra, qui est notre loutre. Et puis il y a la loutre d'Amérique du Nord, qui est la loutre mignonne, qui se baigne sur le dos. Et puis cette loutre d'Amérique du Nord, ce qui est rigolo, c'est qu'elle fait des trucs chelous, comme disent les jeunes. C'est une sale bête, en fait. La loutre d'Amérique du Nord, qui est mignonne, c'est une sale bête. Et la loutre européenne, c'est une gentille bête. Donc, il y a aussi, donc là, on a une loutre quoi sur le Ça, c'est une loutre américaine, on voit tout de suite. Elle est mal rasée, elle est patibulaire. On sent que c'est pas la loutre européenne, qui, elle, est sympa. À l'avenir, vous comptez faire quoi, Lucas? Il y a une nouvelle émission qui va commencer l'après-midi sur la première, à 15h. Puis ce sera très différent parce que là, je serai dans une équipe. Ce sera une émission où le but, ce sera aller à la rencontre de l'autre. Ce sera du reportage, des portraits. Et puis je continuerai quand même un peu d'écriture pour pouvoir continuer à dire des bêtises et être payé pour.
Et puis, si vous, à l'inverse, vous proposez un livre pour la Ripopée, un livre un peu fantaisiste avec des images, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, vu que les animaux en paille et les plus moches, c'est déjà fait, je pense que je proposerais un livre avec des cartes, des plans de donjons, des jeux de rôle des années 80. Vous savez, Donjons et Dragons, dans les années 80, on dessinait des petits plans. Et il y a une beauté intrinsèque à ces plans de donjons. D'ailleurs, il y en a plein, enfin, c'est très beau, c'est un bel objet. Et je pense qu'il faudrait faire un livre de compilation de plans de donjons. D'accord, très bien. Fait par des C'est vendu. geeks. C'est quasiment vendu. Les filles, comment on fait pour venir chez vous? Les portes sont toujours ouvertes, est-ce qu'on peut venir visiter ou pas tellement? Comment ça se passe? Oui, il faut nous contacter avant pour être sûr qu'on soit là. Très bien, alors le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on termine l'émission avec notre fameux agenda. Coiffure et confidence, c'est le nom de l'Aude à la fraternité féminine, une pièce à voir au théâtre de Copé les 15 et 16 décembre. Du sport au Casino-Théâtre de Rolle les 16 et 18 décembre avec un match nul entre le théâtre, le Jura et le foot. Tout ça dans une pièce de Lionel Frézard, Molière Montfaucon 1-1. Samedi 17 décembre, célébrer les fêtes de fin d'année avec la ville de Nyon, les cinémas Capitole et Vision du réel avec une projection offerte L'Amo, l'enfant de l'Himalaya en présence de la réalisatrice. Du côté de Gland aussi du cinéma, mais cette fois-ci Zora et le clan des renards à 17h le 17 décembre. Toujours en lien avec le cinéma, la petite nouvelle de la semaine, c'est l'annonce de la nouvelle directrice pour Vision du réel, Émilie Bugès, qui sera d'ailleurs avec nous sur ce plateau la semaine prochaine. D'ici là, vous savez, portez-vous bien. Salut à tous.